Économie Levaque, soyez les bienvenus sur i24 News. Voici les titres de cette édition. France-Israël, une relation faite de haut et de bas. Économie et politique s'entremêlent, mais ces derniers mois, les signaux positifs se multiplient. Quel bilan pour les affaires bilatérales 2 mois et demi après la visite en Israël de François Hollande? Beaucoup de volonté, vous le verrez, des deux côtés. Et puis retour au naturel en seconde partie d'édition, nous irons au Liban pour découvrir, ou plutôt redécouvrir un mode de production d'énergie ancestrale. Et si le bon vieux moulin à eau était finalement l'une des alternatives de demain au gaz et au pétrole? Séance d'épaysement dans quelques instants. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. D'abord l'essentiel de l'actualité économique du jour. Et à la une, Twitter, le titre s'était envolé ces dernières semaines à Wall Street, mais rattrapé par ses mauvais résultats financiers, l'oiseau tombe de haut, moins 17% hier dans les échanges après clôture à 54,50 $. Un retour à la réalité qui s'explique. Twitter n'a toujours pas dégagé un seul dollar de bénéfice depuis sa naissance en 2006. Et les résultats pour 2013 ont donc été publiés hier. Twitter a essuyé l'an dernier une perte nette de 645 millions de dollars après 79 en 2012, 511 millions de pertes pour le seul 4e trimestre, des scores qui contrastent avec ceux de Facebook qui affichait la semaine dernière un bénéfice annuel de 1,5 milliard. Gros point d'interrogation aujourd'hui sur la capacité de Twitter à devenir rentable. Nous avions mis en évidence un certain nombre de risques, à commencer par l'évaluation de la valeur boursière. Ce risque a été sous-estimé car les gens étaient totalement optimistes quant au potentiel de croissance de l'entreprise. Tout cela ne remet pas en cause le fait que Twitter a beaucoup de possibilités. C'est juste que nous pensons que dans certains cas, les gens n'ont pas réfléchi et agi sur la base de ces risques importants que nous avons décelés. Voilà une croissance du nombre d'utilisateurs qui ralentit pour Twitter. Ils étaient au total 240 millions en décembre, plus 9 millions seulement en 3 mois. Un résultat jugé trop faible par les investisseurs. De la concurrence pour SodaStream sur le marché de la boisson gazeuse faite maison. On a beaucoup parlé ces derniers jours de cette entreprise israélienne pionnière et leader mondial de la gazéification à domicile. Et cette concurrence, c'est du lourd. Coca-Cola a annoncé hier l'acquisition pour 1,25 milliard de dollars de 10% du capital de Green Mountain Coffee. Il s'agit d'une société américaine spécialiste entre autres des cafetières. Un accord qui devra toutefois obtenir le feu vert des autorités de la concurrence. Et parmi les objectifs de l'opération, lancer dans un an une machine à soda, un marché en plein essor puisque SodaStream est déjà parvenu à séduire 10 millions de foyers dans une quarantaine de pays. L'Europe à présent, en bref, décision attendue, décision officielle du côté de la BCE qui laisse inchangés ses taux directeurs, 0,25% donc pour le taux de refinancement, un chiffre en vigueur depuis 3 mois, 0,75 pour le taux de prêt marginal, 0 pour le taux de facilité de dépôt. En raison des craintes d'une déflation en Europe, certains investisseurs espéraient une nouvelle baisse du taux directeur qui est déjà, on le rappelle, à son plus bas historique. En rythme annuel, l'inflation était de 0,7% en janvier. La BCE vise un taux annuel d'environ 2% pour la zone euro. Et puis hier, nous vous parlions du conflit social autour des mines de platine en Afrique du Sud. Les producteurs sud-africains ont annoncé hier soir la rupture des négociations avec les 80 000 mineurs en grève depuis 2 semaines maintenant. Aucune date n'a été fixée pour la reprise des discussions. Les mineurs réclament, on le rappelle, un salaire de base de 12 500 rands, 830 € par mois. C'est plus du double du niveau actuel. La direction des 3 groupes concernés juge le montant irréaliste et propose des hausses de salaire de 7% pendant 3 ans. Selon eux, ce mouvement de grève a déjà coûté 266 millions d'euros. L'Afrique du Sud, où 8 mineurs ont péri après un incendie hier, 1700 mètres sous terre, au fond de la mine d'or dans laquelle ils travaillaient, près de Johannesburg. Ils ont été retrouvés ce jeudi. Est-il difficile aujourd'hui d'exporter le savoir-faire technologique israélien et notamment vers la France? En novembre, à l'occasion de sa visite en Israël, François Hollande plaidait pour un accroissement du volume des échanges bilatéraux, seulement 2,3 milliards d'euros en 2012. Alors peut-on déjà voir apparaître des premiers résultats? On verra cela avec notre invité Stéphane Friedfeld, que vous allez découvrir aussi dans ce reportage signé Anthony Lesme. C'était le 19 novembre dernier. François Hollande visitait Israël avec une nombreuse délégation d'entrepreneurs français. Objectif affiché par le président, doubler les échanges commerciaux entre les deux pays qui totalisent à peine 3 milliards d'euros. 3 mois plus tard, assiste-t-on à des premiers signes encourageants. Depuis la visite du président de la République, ce que nous avons remarqué au sein de l'ambassade de France, c'est une accélération des visites
dans les deux sens, des visites d'entreprise, des visites de découverte d'Israël et également des visites officielles. Donc je pense que c'est un signe, un très bon signe, qui va permettre progressivement d'augmenter le niveau de nos échanges. La France n'est pas un point d'entrée d'Israël en Europe. L'Angleterre, l'Allemagne ou même la Hollande sont privilégiés. Pour preuve, les stocks d'investissement israéliens en France atteignaient seulement 107 millions d'euros fin 2012. Reste qu'un vent nouveau semble bien souffler entre les deux pays. Nous nous rendons chez Idomu, une start-up israélienne spécialisée dans la vidéo personnalisée. Cette entreprise de 55 personnes, présente dans 22 pays, a déjà investi le marché français en collaborant avec des entreprises comme Canal+ ou Orange. On peut voir, c'est clair, une nouvelle attraction du marché français pour les start-up israéliennes et leurs innovations. Depuis un an et demi, cette demande a fortement augmenté. Pendant des années, la politique arabe de la France refroidissait les échanges commerciaux avec l'État hébreu. Mais aujourd'hui, les problèmes seraient davantage linguistiques, voire culturels. Je pense pour moi le plus important, c'est le fossé culturel et linguistique. En France, on a envie de travailler en français avec des gens francophones, même si les gens parlent quand même relativement bien l'anglais. Et également la façon dont les Israéliens font des affaires, une façon très anglo-saxonne, très américaine, très agressive diront certains. Et de l'autre côté, la façon dont les Français procèdent, beaucoup plus lente, mesurée, qui ont tendance un peu à intellectualiser le process et donc faire durer les négociations et les discussions. Avec 20% de francophones en Israël et la demande en créativité des entreprises françaises, le potentiel d'activité entre les deux pays est énorme. La visite du président français semble déjà produire quelques effets positifs. Et nous accueillons Stéphane Friedfeld, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez Brightstar France, un leader du business développement. Vous aidez en fait les entreprises israéliennes à s'exporter, à se développer à l'international, à commencer par la France. Alors est-ce que c'est une mission difficile ? Pourquoi la France n'est pas aujourd'hui la porte d'entrée en Europe pour les produits israéliens ? On sait que les volumes d'échanges se limitent aujourd'hui à 3 milliards de dollars entre la France et Israël. Alors effectivement, c'est une mission difficile, mais c'est une mission passionnante. Historiquement, c'est vrai que malgré la proximité géographique, Israël a eu tendance à regarder du côté des États-Unis pour développer ses différentes entreprises. Aujourd'hui, il y a une réelle volonté de collaborer et de travailler directement avec l'Europe. Et en Europe, pour les Israéliens, le marché le plus important, c'est la France. Et la visite de François Hollande en novembre ici en Israël, ça a fait un petit peu évoluer les choses ? Sans aucun doute. On a aujourd'hui un courant, une volonté de développer ce courant d'affaires justement entre les deux pays. Et ça nous donne, à nous qui sommes sur le terrain, plus de facilité et d'ouverture pour contacter et entamer des discussions et signer des contrats avec les entreprises françaises. Concrètement, ça a un petit peu détendu l'atmosphère, on a l'impression. Tout à fait. Alors, on l'a vu, les différences culturelles, c'est parfois un frein entre l'israélien un peu à l'américaine et puis le français qui est présenté souvent comme prudent, voire frileux pour caricaturer un petit peu. Comment vous la vivez sur le terrain, cette différence culturelle ? Nous la vivons au quotidien. Nous sommes vraiment l'interface entre l'israélien et le français. Donc notre client israélien, nos clients israéliens qui nous appellent toutes les 2 heures ou tous les 2 jours pour savoir quand est-ce que le contrat va être signé. Et de l'autre côté, le français qui a besoin de temps, de réfléchir, aussi. D'être assuré pour entamer des discussions et pour entamer une collaboration. D'où l'intérêt, je pense, d'entreprises comme la nôtre, comme Brightstar, pour faire ce lien et faire en sorte que les choses prennent vie. Avance. Alors, cette semaine, on a beaucoup parlé du boycott. Est-ce que vous le ressentez, ce facteur politique, dans votre travail ? Très sincèrement, non. Nous ne le ressentons pas. Au contraire, nous avons affaire tous les jours avec les représentants des plus grands groupes français, tous secteurs confondus, et à aucun moment il n'a été question ou il n'est question de quelconque boycott ou de volonté de ne pas faire affaire avec Israël. Au contraire, nous rencontrons ces personnes pour qui Israël, la Startup Nation, a une excellente réputation. Donc c'est plutôt un gage d'assurance. Ça rassure vos clients. Alors vos clients en Israël, par contre, ils redoutent un petit peu ce boycott, ou bien ils se disent que finalement il y aura toujours un moyen de le contourner ? Pour être très franc avec vous, vous savez, les Israéliens n'ont peur de rien.
Et je vous ferai un peu la même réponse. Non. Le boycott, pour eux, ce n'est pas un sujet. Ils voient la France comme un marché avec des belles entreprises et on ne réfléchit pas, on y va. Ouais. Alors au-delà de ces questions politiques, la haute technologie israélienne, en elle-même, est-ce qu'elle reste demandée? Est-ce qu'elle répond à un besoin en France? Est-ce qu'il y a vraiment une demande à ce niveau-là? Il y a un réel besoin et un réel intérêt de la technologie israélienne en France. Aujourd'hui, Israël est capable de proposer des solutions parmi les plus innovantes au monde dans tous les secteurs d'activité. Et les Français sont friands, les Français savent qu'il y a des choses à faire en Israël. Il m'arrive régulièrement d'arriver dans un rendez-vous où mon contact me dit « Tiens, j'ai lu ce fameux livre Israël, la Startup Nation, mais Israël, c'est la seconde Silicon Valley. » Et ce besoin existe vraiment. Donc l'avance technologique israélienne, elle est reconnue en tout cas. Elle est reconnue et nous avons également des entreprises françaises qui nous demandent aujourd'hui de les amener en Israël pour regarder justement ce qui se fait en matière technologique. Merci Stéphane Fritzfeld, manager donc, on le rappelle, de Bright Star France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci David. Allez, notre second dossier à présent, technique d'hier, solution pour demain. Peut-on imaginer aujourd'hui des groupes de population autonomes, indépendants énergétiquement? Au Liban, à contre-courant du high-tech et des énergies fossiles, eh bien, le moulin à eau continue de traverser l'histoire. Et en plus, il est écolo. Johanna Citruc nous ramène aux racines d'un procédé ancestral. Regardez. Cela fait plus de 2000 ans que les moulins à eau existent. Délaissée par beaucoup de pays, cette technique ancestrale est encore utilisée dans certaines régions. C'est le cas dans le nord du Liban. Pour Ismaël, propriétaire d'un moulin, il s'agit d'un héritage familial. On ne sait pas de quand date ce moulin. Ils disent qu'il est ici depuis l'Empire ottoman ou même avant. Je l'ai hérité de mon père, qui l'a hérité de mon grand-père, et si Dieu le veut, je le transmettrai à mon fils. Cette technique peut sembler désuète, mais elle a pourtant bien des avantages. C'est l'eau qui permet de générer de l'énergie grâce au fonctionnement de roues hydrauliques. Une façon d'être moins dépendant des coupures d'électricité, mais aussi du prix de l'essence ou du diesel. Cette pierre fonctionne grâce à l'eau. Qu'il y ait de l'électricité ou pas, peu importe. Et si le prix de l'essence ou du diesel augmente, ça ne nous concerne pas non plus. Cette pierre fonctionne avec de l'eau, donc s'il ne pleut pas et que la rivière ne coule pas, il n'y a pas de moulin. Mais un moulin, ce n'est pas toujours simple à gérer, seul. La charge de travail est immense, surtout lorsque le mécanisme se bloque et qu'il faut le réparer. Heureusement, Ismaël peut compter sur ses voisins pour l'aider lorsque c'est nécessaire. Matar est l'un d'entre eux. Il connaît bien les moulins à eau puisque son père en possédait un, mais il n'a pas souhaité poursuivre l'exploitation. Ce moulin était une institution. Lorsque les gens se réunissaient ici, ils y passaient l'hiver, 4 ou 5 mois pour faire de la farine de maïs. Tout le monde a déjà passé une journée ici, même 2 ou 3. C'était comme ça que mon père, son père et tous les grands-pères avaient l'habitude de travailler. Aujourd'hui, le moulin du père de Matar est à l'arrêt, mais des Libanais en provenance des 4 coins du pays viennent le visiter. Et en attendant le développement des énergies propres, on va parler grosse cylindrée pour le Media Watch. La revue de presse alors en matière de grosse cylindrée, Aston Martin fait figure de référence depuis un siècle déjà et pourtant la marque anglaise lance un rappel pour 17 000 de ses véhicules. Bonjour, Johanna Citruc. Alors que se passe-t-il chez Aston Martin? Alors en fait oui, il y a un rappel pour 17 590 véhicules, très exactement, c'est 75% de sa production sur les 6 dernières années. En fait l'entreprise britannique a découvert qu'un sous-traitant de son fournisseur chinois chargé de produire une partie de la pédale d'accélérateur a utilisé du plastique de contrefaçon. Il y a donc un risque de rupture de cette pédale et donc un risque d'accident. Aston Martin ne veut prendre aucun risque et a donc rappelé tous ses véhicules. Et on les comprend. Alors après les voitures anglaises, les footballeurs anglais, un nom bien connu, David Beckham, il va créer un club à Miami. Oui, David Beckham va acheter une franchise de la MLS, la Major League Soccer, c'est le championnat de football nord-américain, pour pouvoir l'installer à Miami. Ça faisait déjà quelques mois qu'il avait cette idée en tête, puisque en 2007, pour le convaincre de rejoindre son championnat, la MLS lui a accordé un privilège, et pas n'importe lequel, le droit de créer une franchise avec un ticket d'entrée réduit à 25 millions de dollars seulement. Et on imagine qu'il n'est pas tout seul, David Beckham, dans cette affaire. Alors non, il a déjà un associé officiel, un homme d'affaires britannique. Il s'agit de Simon Fuller, qui a notamment lancé le groupe des Spice Girls il y a quelques années. Et il se pourrait que d'autres se joignent à lui. Le milliardaire bolivien
Marty Leclerc et des stars du showbiz comme l'acteur Tom Cruise et le chanteur Jay-Z sont également cités. Donc il y a du beau monde. Alors une autre information, elle est insolite. En France, une maison serait en vente pour 10 €. Oui, c'est Natacha Baudier, la propriétaire d'une grande maison à quelques kilomètres de Charleville-Mézières qui souhaite vendre mais ne trouve aucun acheteur. Elle a donc décidé d'organiser un jeu concours. Le principe est simple, chaque joueur paye 10 € pour pouvoir participer et doit ensuite répondre à 2 questions, une question logique et une question de culture générale. Et l'étape se répète jusqu'à ce qu'il y ait un grand gagnant et le grand gagnant remporte donc la maison. Merci Johanna, un concours auquel vous pouvez participer. Pourquoi vous pas. aussi. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. L'information continue sur i24 News. Restez avec nous.